Il y a des enfants qui naissent avec une petite fossette, il y a des enfants qui naissent avec des grands pieds ou avec des cheveux en brosse. Lui, Paul, il est né avec des bottes en caoutchouc. Quand t'es petit, c'est assez drôle. T'es à peine sorti du berceau, t'as le droit de sauter dans les flaques, t'as le droit de rentrer à la maison complètement crotté, t'as à la ferme des animaux grandeur nature par centaines, t'as le droit de monter sur le grand tracteur avec papa. Et maman, elle a les yeux qui brillent quand elle parle de toi aux voisins. Elle dit « Ah, mon Polo, il a déjà la terre dans le sang. » Ça se gâte un petit peu au moment de l'adolescence. C'est vrai que les filles aiment bien les parfums, mais pas trop les odeurs. Surtout les odeurs d'étables à vaches. Les filles, ce qu'elles veulent, c'est aller se balader, aller au cinéma, aller faire les vitrines. Elles ne comprennent pas, les filles, que les vaches, elles attendent pas, et que les vaches, elles s'en fichent de Brad Pitt. Tout ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur vide le pis. Alors oui, c'est un petit peu compliqué au moment de l'adolescence. Mais Paul, il n'avait Dieu que pour Émilie, la petite Émilie, la fille du boulanger. Ils se connaissaient depuis tout petit, ils étaient ensemble en maternelle, en primaire, et au lycée, ils sont encore ensemble, côte à côte, tout le temps, dans le bus, à la cantine, et ils passent des heures à rire et à parler. Et chaque soir, Paul ramène Émilie jusque chez elle. Et pendant des heures encore, là, devant la vitrine du boulanger, ils parlent. Parce qu'Émilie, elle a un grand projet. Elle a un rêve. Elle veut faire du pain, comme son père. Enfin, pas tout à fait comme son père. Elle voudrait cultiver son propre blé. Elle voudrait retrouver ses semences anciennes, là, oubliées. Elle voudrait ne plus avoir de boutique, faire les marchés, être en contact direct avec les consommateurs. Enfin bref, elle voulait tout chambouler. Et c'est vrai que Paul, quand il l'écoutait, il était fasciné par la force qui émanait de cette fille. Elle l'embarquait toujours dans sa drôle de poésie. Elle lui disait que faire du pain, c'était renouer avec le vivant. La lenteur du pétrissage, le mariage de la levure, de l'eau, de la farine, et puis la pâte qui gonfle et qui attend, et les dessins sur cette pâte, de la pointe fine du couteau, et l'attente encore devant le grand feu, et les miches qui jaillissaient des flammes, l'or et la croustillance. C'était sa poésie à Émilie. Émilie et Paul ont fait leurs études chacun de leur côté, et puis ils se sont retrouvés au village. D'abord de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. Et ce jour-là, ils ont échangé leur premier baiser. Émilie revenait d'un stage chez un paysan boulanger et elle se sentait prête à se lancer dans cette grande aventure. Elle se sentait prête même si elle savait que ça allait être la galère, l'absence de terre surtout. Il allait falloir lutter pour que toutes ces terres ne partent pas à l'agrandissement des plus grandes surfaces, mais elle se sentait prête. Et ce soir-là, avant de quitter Paul, elle lui a glissé à l'oreille une légende amérindienne. La forêt est en feu. Les animaux paniqués courent dans tous les sens et ils finissent par se réfugier au bord de la rivière. Et là, ils assistent tétanisés à la destruction de leur milieu de vie. Seul le petit colibri va et vient. Il va remplir son bec d'un peu d'eau de la rivière et il va le jeter sur l'incendie. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il recommence. Et malgré l'instant tragique qu'ils sont en train de vivre, les animaux le regardent et se mettent à rire. Mais dis donc, colibri, t'en as pas marre de te fatiguer pour rien ? Tu crois quand même pas que c'est toi, avec ton tout petit bec, qui va éteindre ce grand incendie ? Et là, le colibri les regarde et leur dit « Mais j'aurais fait ma tâche et j'aurais fait ma part. » Et il se remet à la tâche. Émilie voulait faire sa part. Et là, Paul a réalisé ce soir-là qu'il ne la lâcherait pas, cette fille, et que sa vie ce serait avec elle ou rien. Alors il est rentré chez lui par les petits chemins, il s'est arrêté, il a regardé autour de lui, cette plaine immense à perte de vue, cette plaine chauve, plus un arbre, plus une haie. Le seul oiseau qui chantait, il était dans sa tête. Et il a vu son père, juché sur le gros tracteur, qui accomplissait la chorégraphie ordinaire, la danse macabre du pulvérisateur. Et à chaque passage, Paul se prenait une ligne dans le nez, la coque des cultures, pas besoin de sniffer, le produit rentre tout seul dans les narines.
Alors Paul a fait un pas en arrière, et puis deux, et puis il a couru jusque chez lui, et il s'est enfermé dans sa chambre. Ce soir-là, il n'est pas descendu manger. Les propos d'Émilie tournaient en boucle dans sa tête. Être en cohérence avec soi-même. Refuser de devenir un être humain hors sol, sous perfusion d'une alimentation dont on ne connaît ni la provenance, ni les conditions de transformation, de transport, ni les conséquences écologiques et humaines. Être en cohérence avec soi-même. Mais quand on est avec des bottes en caoutchouc, est-ce qu'on a le choix ? Comment dire à son père qu'on aime, qu'on respecte et qui a trimé toute sa vie, comment lui dire « Papa, je ne veux plus de cette agriculture-là. Papa, le métier d'exploitant agricole ne me fait plus rêver. Papa, ça fait des mois, des années que je me rends au champ avec les pieds de plomb. Des mois, des années que je n'arrive plus à plonger mes mains dans la terre, cette terre morte, empoisonnée sous des tonnes de produits chimiques. » Et Paul savait à ce moment-là qu'il fallait faire autrement. Et puis il y avait Émilie maintenant. Émilie, comment on l'appelait au village déjà ? Ah oui, l'utopiste, la croqueuse de pommes, l'utopiste, la babacoule, celle avec des idées d'un autre siècle qui ne marcherait jamais. Mais Paul, il y croyait à son projet. Il le trouvait beau, et même il le réconciliait avec ses rêves de môme. Le lendemain matin, quand il s'est levé, sa décision était prise. Ici ou ailleurs, il entamerait la métamorphose. Il voulait être lui aussi le petit colibri d'Émilie. Il est descendu dans la cuisine, son père était là assis à la table, il buvait son café et la confrontation a été houleuse, brutale, violente, le pot de terre contre le pot de fer. Dans la bouche du père, le mot paysan sonnait comme une insulte. Dans la bouche de Paul, c'était un mot doux, c'était comme une promesse, un savoir-faire, une dignité. Et les derniers mots de Paul ont claqué sur la porte qui s'est refermée entre eux. Nous voulons ne pas avoir honte de l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Nous ne sommes que locataires de cette planète, papa. Paul et Émilie se sont installés ensemble. La chance qu'ils ont eue, c'est que leur amour a grandi à la même vitesse que leur projet. Bien sûr, ça a été la galère, l'absence de terre, l'absence de père surtout. De cette blessure-là, on ne guérit jamais tout à fait. Mais il suffit parfois d'un matin de printemps, un matin de renouveau et de bourgeons qui éclatent. Et ce matin-là, un vieil homme est sorti de sa ferme. Il a regardé la terre, sa terre. Il a regardé son domaine. Et il s'est dit que son fils vivait à quelques centaines de mètres et qu'il ne le voyait plus et que pourtant il avait besoin de lui pour réaliser son rêve. Alors le vieil homme, de sa démarche voûtée, son corps qui souffrait, mais la souffrance la plus vive, c'était l'absence de ce fils qui avait tant besoin de lui. Alors le vieil homme a pris sa décision, a marché vers le village, sur le chemin. Il allait retrouver son fils, cette tête de mule qu'il aimait tant et qui lui donnerait à l'automne son premier petit-fils. Et dans la tête du vieil homme, ce matin-là, un oiseau chantait. Un colibri, sans doute.